constitutionnel. Parce que c'est son devoir de veiller à la santé mentale et morale et à la projection de la Guinée dans le lointain avenir. Donc, au moins, battez-vous pour que ces communes, ces quartiers nous donnent des espaces. Voilà. Mais quand même, ils peuvent faire ça, donner des espaces. Non, ça fait partie de l'étude. Ça fait partie de l'étude qu'on doit faire pour que l'on vous obtienne ces bibliothèques-là. Parce que, si vous avez remarqué ici, les enfants barrent la rue. Il n'y a pas que eux. Hein. C'est très gênant, mais en même temps, ils ne savaient pas où aller jouer. Or, c'est dans les jambes des enfants de les jouer. Les parents n'exercent pas la discipline des enfants et l'État ne donne pas le terrain. Donc, c'est un problème qui revient à l'État d'imposer, pas par la force, mais par une pédagogie assortie d'exemples. On veut que l'honorable porte ça pour aller à l'Assemblée nationale. Bon, comme ça, si vous portez ça, je pense qu'ils vont tous voir. Ils ne vont pas dire on ne connaît pas. C'est lui qui dit c'est quoi ça? Tu dis 72 heures du livre. Est-ce que vous nous promettez de porter ça et d'aller à l'Assemblée nationale? Hein? C'est ça, il faut porter. Comme ça, ils vont. Hein? Ils vont vous demander. Non, moi, je crois qu'on a fini. Et je crois qu'il faut être courageux au travail. Il faut fuir les chemins de la facilité. C'est quand la prochaine session de l'Assemblée? Hein? C'est quand la prochaine session? Comme ça, on va nous être rassurés que on va porter ça, on va regarder la télé. Vous regardez la télé, vraiment. Je vais porter. Il faut être courageux au travail, et sauter les obstacles, ne pas se décourager, parce que vous faites un travail de pionnier. Ceux qui vivront dans la nation de nos rêves sont encore loin, certains ne sont pas encore nés. Mais c'est à nous, si nous voulons que ce que nous faisons soit connu demain, de travailler à faire la promotion de cette Guinée-là. Mais ça demande un engagement total, que l'on lise beaucoup, qu'on ne copie pas servilement ce qui vient de l'étranger. Quand on voit, même sur le plan vestimentaire, nous perdons beaucoup. Tout ce qui vient d'Europe n'est pas bien. Vous comprenez? C'est pas bien, parce que là-bas, les gens aussi se disent, au moins en Afrique, on fait ceci, on fait. Et nous, ici, servilement, nous nous mettons à imiter les travers sociaux de ces gens-là. Ça a amoindri notre personnalité. Parce qu'on ne peut pas faire de l'histoire sans parler de ça aussi. C'est très important. On voit des gens dont les pantalons sont à mi-distance entre les jambes et les fesses. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça, parce que la signification sociologique est très mauvaise. Hein? Ce n'est pas un exemple à suivre. J'ai été dans une agence de voyage d'un de mes amis. J'ai trouvé une jeune fille qui était sa secrétaire. Elle est très très jolie. Très jolie. Moi j'aime les jolies femmes. Hein? Absolument. Ouais. Alors, mais j'ai dit à mademoiselle, mais pourquoi vous qui êtes si belle, vous mettez les bagues dans le nez? Vous perdez. Enlevez ça. Elle a enlevé. Je dis, mais ça c'est les Indiens. Ça fait partie de la culture indienne. Nous avons ici des habitudes aussi. Hein? J'ai dit à son patron, tu veilleras à ce qu'elle ne porte plus la bague dans le nez, parce que moi, dans la société Manon, d'où je viens, pour dire à quelqu'un, je ne suis pas ton esclave, on dit, je n'ai pas de bague dans le nez. Parce qu'on met les bœufs furieux là, on leur met les bagues dans le nez, et quand on veut les tirer, s'ils résistent, on tire sur la corde, ils vous suivent. Alors, est-ce que nos femmes sont des vaches pour eux? La Guinéenne est jolie, belle. Regardez. Vous croyez que je vous regarde, mais j'ai l'œil. L'œil ici. Regardez comment elle a attaché ce mouchoir de professeur. Regarde, c'est joli tout ça. Alors,
Je vous remercie beaucoup. Bonsoir Honora. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes à l'Harmattan Guinée pour présenter votre ouvrage à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez en quelques mots résumer votre ouvrage? C'est un livre qui s'attache à démontrer que les peuples de la forêt, dès qu'ils avaient été, à partir de 1897, en contact avec les Européens, ont perçu tout de suite l'intention de ces visiteurs de s'emparer de leur pays, de réduire leur autonomie et de leur imposer une autre façon de vivre que celle qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. Alors ils se sont organisés puissamment, massivement, à l'exception, comme cela arrive toujours, de quelques individus qui ont préféré la paix dans l'abaissement, et ils ont lutté cette date jusqu'au 12 mars 1912, date à laquelle, privés des moyens de résistance, c'est-à-dire des armements et des munitions, ils ont déposé des armes et on les a intégrés en partie dans l'ensemble sierra-léonais, en partie dans l'ensemble guinéen, en partie dans l'ensemble ivoirien et malien. Monsieur Sigiri, Tankan, Mandiana, Kouroussa, Kéréwané, Beila et Lola. Une partie de Lola faisait partie du Soudan français, ce qu'on appelait le Sud-Soudan. Voilà. C'est le déroulement de ces événements qui est la trame de mon livre, jusqu'à la rencontre entre nos parents et les anciens esclaves libérés aux États-Unis et dans les îles du Pacifique, la Barbade, la Martinique, les îles Tonga, etc. Voilà. Voilà, honorable. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre? Parce que j'avais constaté que dans le livre de Suré-Canal, sur la Guinée précoloniale, il y avait beaucoup de déséquilibre. On a parlé de beaucoup de personnes dont l'œuvre de résistance était moindre que celle des personnes qu'on a oubliées. Mais surtout, au sortir de cette épreuve-là, on a tué le nom des héros de la forêt. Et vous allez par exemple dans la ville de Zérekoré, vous ne trouverez le nom d'aucun de ces héros-là au frontispice des lycées, des collèges, des camps militaires, etc. Je ne suis pas contre que Béhanzin puisse figurer parmi les héros africains dont le nom figure à l'entrée du camp. Mais c'est Kabiri Bobo qui aurait dû être là-bas. Le Pot Doré, Ouama Fait Doré, et beaucoup d'autres sont très nombreux. Kouakou Nbogi, Massadiogo Béavogi, Saapouyo Kamano, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont illustré par une force mâle et surtout une vision lointaine de leur pays et par rapport à la présence de ceux qui arrivaient de façon agressive. Je crois que taire ces événements-là ne consolidait pas la perception de notre démarche pour l'avenir. Voilà, honorable, la Guinée postule pour Conakry. Les éditions Harmattan veulent que Conakry soit la capitale mondiale du livre en 2017. Quel sera l'apport que l'Assemblée? L'Assemblée peut faire beaucoup de choses. Si nous convaincons tous les députés, parce que l'Assemblée, ce n'est pas une personne, c'est 114 personnes. Si on convainc la majorité que c'est une chose qui est porteuse d'un plus pour notre pays, il n'y a aucune raison pour que l'Assemblée nationale ne prenne pas, sinon la direction d'un tel mouvement, en tout cas ne joue pas un rôle important pour que la Guinée devienne la capitale du livre, la capitale mondiale du livre. Alors, honorable, de quoi vous êtes basé pour écrire ce livre? Sur les documents.
Vous ne pouvez pas écrire un livre d'histoire sans document ou sans la version orale de certains acteurs. C'est ce que j'ai fait. Il y avait les archives de ma famille, mais aussi les archives laissées par les colonisateurs. Puis il y a la Bibliothèque nationale de France, qui contiennent des documents d'archives d'une importance exceptionnelle. C'est d'abord les documents que l'historien doit travailler. Honorable, vous êtes un des rares politiciens qui a écrit un livre surtout sur la forêt, et nous constatons souvent des problèmes en forêt, notamment en Zérékoré, entre des communautés. Dites-nous, en tant qu'écrivain et surtout fils du terroir aussi, qui connaît mieux cette localité, des sources de ces problèmes entre ces deux localités et quelles peut-être des solutions on peut apporter. C'est très difficile, un problème aussi délicat de traiter en quelque part. Mais tout part du début de la colonisation. Où il y a eu des acquisitions domaniales de base géologiques. Mais en même temps, les autochtones n'étaient pas préparés à accueillir des gens venir s'installer par la force. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qu'on considère comme non autochtones, qui sont là depuis plus d'un siècle, leurs parents sont enterrés là, le grand-père, le père, la grand-mère aussi. Ils ne savent même pas de quel village ils sont partis pour venir là. Donc ils sont aussi bien autochtones maintenant par rapport à ceux qui visitent maintenant leur pays. Vous comprenez? Donc c'est un problème qu'il faut traiter avec beaucoup de calme et de sérénité. Hein? Pour éviter, il faut aider les gens à s'intégrer et non pas à s'entre-déchirer. C'est pourquoi je vous dis, c'est un problème très délicat. On ne peut pas le traiter en 2 phrases au micro d'un journal. Vous comprenez? Mais je pense qu'avec la patience, avec l'esprit d'unité, on va trouver la solution à ce problème. Pas en une semaine, mais on va étaler la recherche de la solution dans le temps. Et on s'en sortira. Merci.